Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger un exercice sur les réactions acido-basiques qui est tiré du CCINP MP Physique-Chimie de cette année 2024. Donc voilà, l'énoncé de cette sous-partie est assez long, donc comme d'habitude je vous invite pour ceux qui n'ont pas rencontré ce sujet à mettre sur pause, et essayer de chercher le sujet et puis ensuite de suivre la correction. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Je vous laisserai faire une pause pour la deuxième partie, pour les questions à partir de la 29. Donc dans sa recette moderne, on utilise de la levure, dont l'objectif est de libérer du dioxyde de carbone gazeux. Donc on nous donne la composition d'un sachet de 15 grammes de levure, 4 grammes d'amidon et le reste dans deux espèces que sont le Na2H2PDO7 et le NaHCO3. Et donc on me donne pas mal de données, donc on va les utiliser au fur et à mesure. Et donc on me dit que la réaction d'équilibre entre l'ion hydrogénocarbonate et l'ion dihydrogénodiphosphate H2P2O7 est la suivante. Et donc on me demande de déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Sachant qu'on connaît, on veut faire apparaître le Ka1, le Ka3 et le Ks. Donc on va déjà partir de la réaction qui nous est proposée. Et donc c'est la question 27. Donc la question 27, on va déjà écrire que la constante associée à cette réaction est égale au quotient de réaction à l'équilibre, d'après la loi d'action des masses, ici. Je vais l'appeler K1. Et donc, ça va nous donner l'activité de CO2 gazeux, fois l'activité de H2O, fois la concentration HP2O7 3-, puisque c'est une espèce aqueuse directement, fois H2P2O7 2- en concentration, HCO3-, donc l'activité de H2O, ça vaut 1, directement, et donc il va me falloir rajouter une concentration standard. Et donc je veux faire apparaître les différentes données de l'énoncé, que sont Ks, K1 et K3. Donc je vais commencer par ce qu'est le Ks. Le Ks, ça m'est bien expliqué. Ici, c'est la constante de l'équilibre de solubilité du CO2 dans l'eau. Dans le sens CO2 gazeux donne CO2 aqueux. Donc finalement, le Ks, c'est égal à CO2 aqueux, en concentration, divisé par l'activité de CO2 finalement sous la forme gazeuse. Voilà. Et les K1 et K3 sont tout simplement des couples acido-basiques. Donc il faut se rappeler des notions sur les réactions acide-base et sur ce qu'est le Ka. Donc le Ka, c'est la constante associée à la mise en solution de l'acide dans l'eau. Donc pour la première réaction, l'acide c'est H2P2O7 2-, qui lorsqu'on le met dans l'eau donne HP2O7 3- plus H3O+. Et donc le Ka1 c'est la constante associée à cette réaction, c'est-à-dire HP2O7 2-, 3-, fois H3O+, divisé par H2P2O7 2-. Et de même, je ne vais pas tout refaire pour K3. K3, c'est pour le couple CO2 aqueux HCO3-. Donc je vais avoir la réaction CO2 aqueux plus H2O donne HCO3- aqueux plus H3O+. Et ici, il va me falloir un 2H2O, j'imagine. J'ai 1C, 1C, 2O, 4O, 3O, 4O, ça c'est bon, 4H, 4H, voilà, ça c'est bon. Et donc le Ka3 va être égal de la même manière à HCO3- fois H3O+, divisé par le CO2 aqueux, que je vais écrire sous la forme concentration en CO2 aqueux. Et donc moi, ma petite constante K1, oups, je me suis trompé, voilà, je l'ai remise, normalement c'est bon. Donc voilà ma petite constante K1. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse apparaître à la main. Eh bien, je vais multiplier par des opérations blanches. Je vais multiplier par H3O+, sur H3O+, et par la concentration de CO2 aqueux sur la concentration de CO2 aqueux. Pourquoi? Eh bien, parce que le Ks, on a vu que c'était, je vais juste le mettre ici, c'est CO2 aqueux sur l'activité de CO2 gazeux. Donc là, moi, j'ai l'activité de CO2 gazeux sur CO2 aqueux. Donc j'en déduis que K1, le Ks, est au dénominateur. Ensuite, Ka1, on a vu que c'était HP2O7 3-, donc que moi j'ai au numérateur, fois H3O+, que je viens de rajouter à la main, divisé par H2PDO7 2-, donc ça je l'ai au numérateur. Et enfin,
je vais mettre du rouge. Le Ka3, c'est HCO3- fois H3O+, sur CO2 aqueux. Donc ça me fait l'inverse de Ka3. Tout ça pour dire que K1 est égal à 10 puissance pKa3 moins pKa1 divisé par le Ks. Le pKa3, ça vaut 6,3. Le pKa1, ça vaut 6,7. Donc ça fait 10 puissance moins 0,4 divisé par le Ks. Le Ks, il vaut 2,810 moins 2. Donc si je fais le calcul numérique, maintenant la calculatrice était autorisée dans ce concours. Donc ça fait 10 puissance, j'essaye de le faire sur mon téléphone, c'est pas évident, moins 0,4 divisé par 2,8 fois 10 moins 2, ce qui fait 14, 14,2. Donc on a une constante qui nous montre que la réaction n'est pas totale, mais équilibrée. Donc peut avancer à température ambiante, ça me rassure beaucoup de lire ça. On peut avancer, elle est quand même avancée, mais elle n'est pas totale. Cette réaction devient totale lors de la cuisson. Le chauffage déplace l'équilibre dans le sens de dégazage de CO2. Donc on nous dit qu'on utilise un sachet de 15 grammes de levure et de calculer les masses MD et MB de Na2, H2P2O7 et NaHCO3 contenus dans le sachet pour assurer la stoichiométrie de la réaction petit a. Donc ça c'est une question assez originale et assez intéressante. Donc la réaction petit 1, encore une fois, c'est celle-ci. Donc ici, comme on nous dit qu'elle est stoichiométrique, on peut supposer directement que la quantité de matière de H2P2O7 de moins est égale à la quantité de matière de HCO3 moins par stoichiométrie. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les masses des ions, mais les masses des solides qui ont donné naissance à ces ions. Et ici, les solides sont tout simplement Na2H2P2O7 et NaHCO3. Et donc Na2H2P2O7 en solution donne 2Na plus H2P2O7 de moins. Et NaHCO3 donne par dissolution Na plus HCO3-. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il pourrait y avoir une stoichiométrie dans laquelle il faudrait être vigilant. Donc ici, il n'y en a pas. Donc la quantité de matière en Na en H2P2O7 de moins est égale à la quantité de matière en Na2H2P2O7. Et la quantité de matière en HCO3- est égale à la quantité de matière en NaHCO3. Ça, c'est dû au fait qu'on a une stoichiométrie 1,1 ici. Mais vous voyez que Na+, par contre, lui, a une stoichiométrie de 2. Donc on aurait une quantité de sodium un peu plus importante. Donc finalement, la stoichiométrie qu'on a imposée ici dans l'équation 1 impose que la quantité de matière en Na2H2P2O7 est égale à la quantité de matière en NaHCO3. Et ça, on va pouvoir passer aux masses. Donc ça s'appelle MD pour le Na2H2P2O7. Donc ça, je vais l'écrire sous la forme N égale petit m sur grand M. Donc MD sur grand MD égale MB sur grand MB. Donc là, je vais les appeler B et D, ces espèces. Ça me donne une équation à deux inconnus. Mais j'ai autre chose d'intéressant qui m'est donné dans l'énoncé. C'est que le sachet fait 15 grammes de levure et que j'ai 4 grammes d'amidon. Donc, forcément, il reste 11 grammes pour les deux espèces. Donc, on a que MB plus MD est égal à M0 avec M0 égale 11 grammes. On a ça et on a le fait que MD sur grand MD est égal à MB sur grand MB. Bon, il n'y a plus qu'à substituer. On va calculer MD par exemple, le diphosphate disodique, pas évident à dire. Donc on a MD qui est égal à M0 moins MB, c'est-à-dire M0 moins grand MB sur grand MD fois MD. Et donc on en déduit que MD par factorisation, facteur de 1 plus grand MB sur grand MD est égal à M0. Et donc j'en déduis que MD est égal à M0 divisé par 1 plus grand MB sur grand MD. Voilà.
Et donc là, on va avoir besoin des masses molaires. Alors j'ai fermé le sujet, c'est pas très malin. Je vais le rouvrir sur mon ordinateur. Pardon, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc là, j'ai besoin d'avoir accès aux masses molaires. J'ai pas pensé à les copier. Alors, je vais voir si ça marche. Voilà, je les ai ici sur le PC. Alors, je vais voir si j'arrive à copier comme ça. Ok, voilà. Donc là, j'ai récupéré les masses molaires. J'en ai besoin, évidemment, pour calculer les masses molaires de MB et de MD. Donc, grand MB, c'est le Na2. Donc, on va calculer ça. Na2, donc le sodium, c'est 23. Donc, ça fait 46. Plus H2, ça fait 2. Plus P2, ça fait P. 31 x 2, ça fait 62. Plus O7, ça fait 7 x 16. Donc, ça fait 222 grammes par mol. Et MD, par contre, c'est NaHCO3. Ça fait 23 plus 1 plus 12 plus 3 x 16. Ça fait 84 grammes par mol. Et donc tout ça pour dire que MD est égal à 11 finalement, divisé par 1 plus MB 222 divisé par 84, ce qui fait 3 grammes. Et donc MB, ça fait 11 grammes. Voilà, je vais vérifier quand même que je ne me sois pas trompé. 3 divisé par 84, ça fait pareil que 11 divisé par 222. C'est pas 11 grammes, c'est 8 grammes, pardon. N'importe quoi, il y avait 11 grammes en tout. Voilà, et donc ça fait bien la même chose. Ça nous donne une quantité de matière initiale, N0, qui vaut par exemple MD sur grand MD, qui vaut 0,036 mol. Très bien, donc voilà pour cette question assez originale. Donc j'attaque la deuxième partie, 29, 30, 31. Donc vous pouvez de nouveau mettre pause pour chercher la deuxième partie du sujet, et ensuite essayer de suivre la correction que je vais mener ici. Donc on nous demande en 29 quel est le volume de CO2 un sachet de levure peut libérer, sous 1 bar à 170 degrés, si on suppose la réaction 1 totale. Donc ici maintenant notre réaction 1, hop, on connaît sa quantité de matière initiale, on vient de la calculer avant, c'est 0,036 mol. Donc si on part de N0 et N0, ça c'est le solvant, et bien à la fin on va avoir tout consommé pour avoir formé N0 mol de CO2. Donc NCO2 c'est égal à N0, c'est égal à 0,036 mol. Et donc pour obtenir le volume, on va utiliser la loi des gaz parfaits. Donc le volume de CO2, c'est égal à N0 RT sur P. Et donc ici, ça nous fait 0,036 fois 8,31 fois la température. Donc on nous a dit de nous placer à 170 degrés. 170 plus 273, donc je me mets bien en Kelvin, divisé par la pression qui est 1 bar. Et donc ça me fait 1,3 litres de CO2. Alors dans la suite, on nous dit que on veut maintenant regarder un petit peu les choses du bicarbonate. Donc on nous donne un diagramme de distribution en fait des différentes espèces, mais en échelle log. Donc ça encore, c'est encore une fois une question assez originale dans ce sujet. Et donc pour chaque numéro de la courbe, attribuer les espèces, sachant qu'il y a H-, HO- et les 3 espèces du triacide. Et on va demander de déterminer CP, la concentration totale en espèces phosphorées. Voilà, donc je vais prendre, peut-être même copier toute la suite pour éviter d'avoir à chaque fois à revenir. Donc allons-y. Donc on en a la question 30 petit a. Donc déjà on va repérer H3O+,
et H- de manière assez simple, puisqu'ici c'est le log de la concentration en fonction du pH. Donc on a que pH est égal à moins log de H3O+. Donc ça c'est assez facile de voir que le log de H3O+, est égal à moins pH. Donc bon, on identifie directement l'espèce avec la droite décroissante. Donc ça c'est le 4. De la même manière, HO- grâce au produit ionique de l'eau est égal à KE sur H3O+. Donc si je passe au log, le log de HO- est égal au log de KE, donc moins 14, moins le log de H3O+, donc plus pH. Donc ça me donne une droite croissante de pente 1 et d'ordonnée à l'origine moins 14. Donc bon, c'est évidemment la courbe 5 ici. Et ensuite, au niveau des espèces phosphorées, eh bien, vous regardez tout simplement celles qui prédominent au pH les plus faibles, c'est celle que je suis en train de représenter, bah, c'est l'acide le plus fort. Celle qui prédomine au pH les plus forts, c'est la base la plus forte, donc le 1, c'est l'acide le plus fort, donc c'est H2P2O7 2-. Et le vert, c'est le 3 du coup, c'est P2O7 4-. Et vous avez l'espèce intermédiaire, qui va donc être la courbe 2 ici, qui est donc l'ampholyte HP2O7 3-. Voilà. Déterminer CP. Donc CP, on nous dit que c'est la concentration totale en espèces phosphorées. Donc là, il faut se placer dans un cas où on n'a que une espèce présente. Donc par exemple, à pH égale 0. Donc à pH égale 0, tout le phosphore est sous forme H2P2O7 2-. Et donc je vais venir lire l'ordonnée à l'origine, qui est ici à peu près moins 0,4. D'où log de CP est égal à moins 0,4. Et donc on en déduit que CP est égal à 10 puissance moins 0,4. Tout simplement. Ce qui fait 0,40 mol par litre. 0,39. Bon, vu la lecture, on va prendre 0,4 mol par litre. Donc voilà, ça c'est pour CP. Ici. Je vais vérifier un petit peu parce qu'on nous dit que voilà, CP a été choisi pour correspondre à la situation de la question 31. Donc on verra dans la suite si on a une bonne cohérence. Expliquer à quelle valeur correspondent les points P et Q. Bon, les points P et Q, on voit qu'on a intersection des différentes courbes. Donc les points P et Q vont correspondre au pKa des couples. Car on sait que pour un couple acide-base, sous la forme acide-base, sous la forme AH A-, on a que pH est égal à pKa plus log de A- sur AH. Et donc si les concentrations en base et en acide sont égales, eh bien on a que pH égale pKa, ce qui est le cas ici. Donc finalement on peut déduire les pKa. On a un pKa qui vaut 6,6. Donc le pKa du H2P2O7 2-, HP2O7 3- est égal à 6,6. Et le pKa du HP2O7 3- P2O7 4- est égal à 9,4, visiblement, ici. Donc dernière question, on nous dit qu'on réalise l'expérience suivante. Un sachet de levure de 15 grammes est dissous dans 100 ml. On chauffe pour rendre la réaction totale. Après retour à température ambiante et en négligeant la quantité de CO2 dissous, trouvé par lecture en figure 8 le pH de la solution finale. On nous dit que le pH est déterminé par la seule réaction d'équilibre suivante.
qui est la réaction de l'ampholyte avec lui-même, finalement. Donc ça, c'est la question 31. Donc là, il faut simplement comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on part d'une concentration C0 en ampholyte. On a une réaction qui n'est pas une réaction totale. Donc à l'équilibre, on va se retrouver avec C0 moins X sec et X sec. Et donc on se rend compte qu'à l'équilibre, eh bien, la concentration en H2P2O7 est égale à la concentration en P2O7 4-. Et donc sur le diagramme de distribution qui m'est fourni, il faut que je cherche le point pour lequel j'ai égalité entre l'espèce 1 et l'espèce 3, et donc c'est ce point. Et donc je peux venir lire directement le pH dessus. C'est un pH de 8. Donc on lit pH égale 8. Alors petite remarque pour ceux qui sont les plus avancés d'entre vous, on retrouve en fait le résultat du pH d'un ampholyte qui se met sous la forme pH égale 1,5 de pKa1 plus pKa2. Et ici, avec les pKa qu'on a déterminés juste avant, 6,6 et 9,4, ça fait 1,5 de 6,6 plus 9,4, ce qui fait bien 8. Donc voilà pour la correction de ce sujet sur les réactions acido-basiques, sujet assez intéressant dans la mesure où il est assez original, il n'est pas non plus hyper compliqué, mais si on le prend mal, on peut vite se faire piéger. Donc voilà, j'espère que la correction vous a plu, que ça vous aide, et s'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire. Bonne journée.